Bonjour à tous et je vous souhaite au nom du département formation de l'Argus de l'assurance la bienvenue sur ce nouveau webinaire gratuit. L'Argus de l'assurance, comme on peut le voir sur la slide suivante, ce sont plus de 150 programmes de formation et 400 sessions de formation dispensées chaque année sur des thématiques variées. Le risk management, la finance, la réglementation, la distribution. Donc voilà, nous couvrons un nombre de domaines importants. Et ces formations sont quasi 100% compatibles DDA. Et c'est depuis 2 ans maintenant le partenaire privilégié des professionnels du courtage grâce à sa plateforme 100% digitale Visa DDA qui vous accompagne à travers votre obligation de formation de 15 heures annuelles. Donc, c'est aujourd'hui Céline Lemoux et Julien Besserman, qui sont tous deux avocats associés au sein du cabinet Lowins, qui nous accompagnent et qui vont nous aider à décrypter les principaux points susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité des intermédiaires d'assurance. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. Je leur relayerai en fin d'intervention. Vous devez avoir à droite de votre écran un petit module questions que vous pouvez déplier et sur lequel nous pouvons chatter ensemble. Maître Lemoux et Maître Besserman, je vous laisse donc la parole. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci. Donc, comme on vient de vous l'indiquer, on va passer 45 minutes ensemble pour parler de la responsabilité des courtiers d'assurance. Quelques rappels généraux pour commencer. La responsabilité, c'est 3 choses, c'est la faute, c'est le lien de causalité et c'est le préjudice. On va passer rapidement là-dessus parce que c'est des éléments qui sont connus de tous. La faute peut être contractuelle, c'est-à-dire ressortir d'un défaut d'exécution du contrat, ou être délictuelle, c'est-à-dire une faute qui sera constatée en dehors de l'exécution de tout contrat. On a vu il n'y a pas bien longtemps une décision de la Cour de cassation qui vient confirmer un principe tout à fait établi selon laquelle un tiers peut maintenant se prévaloir d'un manquement contractuel dans le cadre d'une action en responsabilité. Ça pourrait être par exemple le cas d'un héritier dans le cadre d'un contrat d'assurance vie qui va venir se plaindre d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil qui a été donné, ou plutôt qui aurait été mal donné au souscripteur d'un contrat d'assurance vie. Premier point, donc la faute. Deuxième point, le préjudice. Là aussi, on ne va pas passer longtemps sur ce point. À noter 2-3 choses. Tout d'abord, le préjudice pour être indemnisable doit être certain, c'est-à-dire qu'on n'indemnise pas un risque, on n'indemnise pas une problème, on indemnise un risque on indemnise un préjudice que lorsque il est d'ores et déjà survenu. Par exemple, application en non-vie à un client qui n'aurait pas été assuré pendant une période d'1 année, mais qui n'aurait pas subi de sinistre pendant cette année, ne peut se plaindre d'aucun préjudice. Il ne peut pas venir se plaindre auprès de son courtier pour dire « Ah, mais j'ai pas été assuré pendant 1 an et donc j'ai subi un préjudice parce que si un sinistre était arrivé, alors je n'aurais pas été couvert. » Ça ne fonctionne pas car le préjudice n'est pas certain et lorsqu'il n'est pas certain, il n'est pas indemnisable. Alors peut-être une précision sur ce point quand même, sur la notion de certain. La notion de certain, elle doit être entendue dans le principe du préjudice, pas dans son quantum. Dans son quantum, aujourd'hui, la jurisprudence admet qu'un préjudice ne soit pas définitivement arrêté et recourt de plus en plus à des mécanismes d'évaluation du préjudice pour admettre le caractère réparable d'un préjudice alors même qu'on n'aurait pas de certitude absolue sur son quantum. On peut notamment penser à tous les préjudices en matière financière ou par exemple en assurance vie, tant que le contrat d'assurance vie n'est pas dénoué, on ne peut pas connaître la quantum du préjudice effectivement subi par le client tant que le contrat n'a pas été racheté. Et la Cour de cassation, certaines décisions de second degré, commence à admettre aujourd'hui le fait qu'on puisse malgré tout, avant le rachat, indemniser un préjudice en considérant que le principe du préjudice est lui éventuellement certain. Et ensuite, ils peuvent se fonder sur des mécanismes, par exemple, de comparaison avec des rendements moyens ou autres pour essayer d'évaluer ce préjudice. Donc,
il faut avoir en tête que cette certitude, elle est avant tout exigée au niveau du principe du préjudice, mais pas nécessairement de son quantum. Ce sera du cas par cas en ce qui concerne le quantum et la situation de l'assuré. Autre élément sur le préjudice qu'on va notamment retrouver en cas de mise en cause de la responsabilité pour défaut d'information et de conseil, la perte de chance. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'information qui a été donnée lors de la souscription est insuffisante. Néanmoins, on ne peut pas être certain à 100% de ce qu'aurait fait le client s'il avait été averti correctement. Et donc, on est sur une perte de chance, c'est-à-dire l'indemnisation d'un pourcentage. On estime que si vous aviez bien donné votre devoir de conseil, alors le souscripteur à 90% n'aurait pas souscrit. Donc, le préjudice sera limité à 90% du montant de la perte. Donc, on est quand même globalement sur des problématiques, là, pour cet exemple, en assurance vie. Et troisième élément sur lequel on va parvenir, le lien de causalité. Il faut évidemment qu'il y ait un lien entre la faute et le préjudice. À défaut de lien, pas d'indemnisation. C'est important de rappeler ce lien de causalité, je crois, parce que il y a de plus en plus une tendance aujourd'hui, vous le savez, et on va revenir dessus, les obligations à la charge des intermédiaires se sont alourdies, continuent d'ailleurs à s'alourdir quasiment de jour en jour, notamment en matière d'information précontractuelle. Et il y a évidemment, lorsqu'il y a un litige avec un client, un certain nombre de clients, ou plus souvent d'ailleurs de conseils de clients, qui sont assez enclins à essayer de rechercher la responsabilité d'un intermédiaire au seul motif qu'il n'a pas respecté nécessairement l'ensemble des obligations d'information précontractuelle qui étaient à sa charge. Et on voit un certain nombre de nos confrères qui, dans le cadre des contentieux, s'amusent à lister toutes les informations qui auraient dû être données aux clients et qui ne l'ont pas été, en oubliant que le seul fait que des informations ne soient pas données est évidemment constitutif d'une faute, mais n'a pas nécessairement de lien de causalité avec le préjudice dont ils prétendent ensuite que leur client a été victime. On le verra et on y reviendra. Par exemple, vous le savez certainement, l'intermédiaire a l'obligation d'informer les clients sur la nature des liens qui l'unissent à des entreprises d'assurance lorsqu'il y a des liens capitalistiques avec elles. Autre exemple, il doit informer les clients sur le niveau de conseil qu'il va leur délivrer au moment de la souscription du contrat. Lorsque ces informations ne sont pas données ou sont mal données, on est en présence d'une faute. Ça, c'est incontestable. On est sur un manquement à la réglementation qui pèse sur l'intermédiaire en assurance. Il se peut très bien qu'un client subisse un préjudice, par exemple parce qu'il va se trouver dans une situation à la suite de sinistre, de défaut d'assurance ou d'insuffisance de garantie. Eh bien, il va y avoir un certain nombre de clients qui vont être tentés de tirer parti des fautes qui ont été commises dans l'information précontractuelle pour venir solliciter l'indemnisation de ce préjudice. Or, on comprend bien que l'insuffisance de garantie dans laquelle se trouve notre client assuré, par exemple parce que le plafond qui est prévu à sa police ne permet pas de couvrir la totalité du sinistre survenu, n'a pas de lien direct et immédiat avec l'information qui n'a pas été donnée au client, soit sur le niveau de conseil, par exemple recommandation personnalisée ou pas, ou encore sur des liens capitalistiques éventuels qui auraient lié l'intermédiaire à l'entreprise d'assurance dont on lui a proposé le contrat. Et bien donc c'est important de rappeler cette existence de lien de causalité nécessaire entre la faute et le préjudice parce qu'en droit français, ça évoluera peut-être, mais à ce jour, une faute, à partir du moment où il n'y a pas ce lien de causalité, même si elle est absolument avérée et indiscutable, ce qui est le cas dans notre situation, eh bien ne peut pour autant pas fonder un droit à réparation de la part d'un client qui a par ailleurs incontestablement un préjudice. On a dans notre exemple la faute, le préjudice, mais on n'a pas ce lien de causalité. Et à partir de là,
on n'a plus de lien de responsabilité. Et ce raccourci, il est très souvent fait. Dès qu'il y a une faute et un préjudice, on considère que le lien de causalité, il est automatique. Non, il ne l'est pas. C'est important de s'en rappeler. Donc, sans ces 3 éléments, eh bien, il n'y aura pas de responsabilité. Vient ensuite quelques exemples jurisprudentiels, des choses que vous connaissez. Dans l'encadré, vous voyez 2 principes fondamentaux dégagés années 60, années 80. Le courtier est un commerçant indépendant et professionnel. Il a, à l'égard de son client, une obligation de conseil et d'exacte information. Il doit être un guide sûr et un conseiller expérimenté. C'est des attendus de principes extrêmement généraux. Mais lourd de conséquences. Voilà. Guide sûr et conseiller expérimenté. N'est pas intermédiaire qui veut. Reste dedans, ça fait bizarre quand tu rentres comme ça. Donc effectivement, on est sur un principe général qui va permettre de sanctionner un courtier un peu même lorsqu'il n'y a pas de texte, pas d'obligation spécifique, une sorte de disposition balai, d'attendu de principe balai, qui va vous permettre de dire « Ah, ok, il n'y a pas de texte qui sanctionne tel ou tel type de manquement, mais vous avez manqué à votre obligation d'être un guide sûr et expérimenté ». C'est notamment vrai en assurance non-vie, où on va venir nous dire « Ouais, en assurance non-vie, on n'a pas d'obligation de mise à jour et d'actualisation du devoir de conseil, il n'y a pas de texte ». Effectivement, il n'y a pas de texte. Néanmoins, il y a cette obligation générale. On en reparlera tout à l'heure, mais cette obligation générale, elle permet de rattacher une grande partie de ce qu'on peut reprocher à un courtier ou à un intermédiaire à un devoir général d'information et de conseil, et donc finalement d'avoir un fondement à son action en responsabilité civile. Je ne vais pas détailler, je ne vais pas reprendre toutes les décisions qui sont invoquées ici, mais on a notamment les mauvais conseils, la réponse inexacte à une question d'un assuré qui veut connaître le montant de sa garantie, un conseil qui ne permet pas d'avoir les options les plus adaptées à la situation. Alors sur les exclusions, on est sur quelque chose d'un petit peu, j'allais dire médian. Il n'y a pas d'obligation qui pèse sur les intermédiaires de rappeler les exclusions dès lors qu'elles sont en caractère gras, en caractère apparent, parce qu'on part du principe qu'il n'appartient pas à un intermédiaire de rappeler les clauses claires de la police d'assurance. Le client est censé avoir lu ces clauses et donc le courtier n'a pas l'obligation de les rappeler. C'est pas si simple. Peut-être tu veux… Alors, c'est pas si simple parce qu'effectivement, quand on est en présence d'une exclusion de garantie qui touche, par exemple, au cœur même de l'activité de l'assuré, il va y avoir une tendance qui va naturellement être assez facilement entendue par les juridictions, qui va être pour l'assuré de dire « mais attendez, cette exclusion, elle est au cœur de mon activité et à partir du moment où mon attention n'a pas été attirée sur ce point-là, nous considérons qu'il y a une faute de la part du courtier en nous ayant proposé ce contrat ou en tout cas en n'ayant pas attiré notre attention sur ce point. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on comprend bien que en tant qu'intermédiaire, on va voir, vous avez déjà énormément d'informations à recueillir auprès du client, vous avez une obligation de motiver le conseil donné qui va vous conduire à devoir donner déjà un certain nombre d'informations conséquentes sur le contrat ou les contrats que vous allez proposer. Vous ne pouvez pas, en plus, en tout cas par écrit, attirer l'attention et reprendre chacune des clauses d'exclusion qui figurent dans un contrat pour vous dire, ah bah, au moins, si je le fais, je serai à l'abri de tout. Ce serait évidemment une solution, mais on comprend bien en pratique que ça n'aurait pas d'intérêt. Et en plus, je crois que la finalité même qu'on poursuit dans ces cas-là, qui est finalement d'attirer l'attention de l'assuré sur un point précis qui est susceptible d'avoir des conséquences, serait à ce moment-là perdue, parce que si vous commencez à mettre sous les yeux de l'assuré une liste longue de plusieurs pages d'exclusion qui figurent à son contrat, vous allez perdre son attention. Alors, ce qu'on peut nous vous recommander au moment du recueil des informations et de la délivrance du conseil, c'est simplement de rappeler, en tout état de cause, par une petite phrase, quand vous allez recommander un ou plusieurs contrats, eh bien, de rappeler à l'assuré que vous l'invitez à prendre connaissance à ce titre des exclusions de garantie qui sont prévues au contrat et qui sont rappelées dans les conditions générales. Vous pouvez, si votre outil informatique le permet,
aller même jusqu'à préciser l'article au sein desquels ces exclusions de garantie sont rappelées dans les conditions générales et inviter votre client à revenir vers vous si l'une ou plusieurs de ces exclusions de garantie est susceptible de lui poser une difficulté et s'il souhaite avoir une solution d'assurance qui ne les prévoirait pas. Comme ça, vous aurez simplement par 2 petites phrases qui sont cette fois très faciles à intégrer dans le cadre de vos documents d'information précontractuelle, vous serez prémunis de ce risque qu'on voit somme toute assez fréquemment d'une mise en cause de votre responsabilité parce que l'assuré se retrouve dans une situation de non-garantie du fait de l'invocation par l'assureur d'une clause d'exclusion contractuelle. Alors, petit focus sur le devoir d'information et de conseil. Et dans l'encadré, on retrouve ce que Céline vient de vous dire, la charge de la preuve, il faut se préconstituer. La charge de la preuve de la remise des documents d'information précontractuelle, le premier point notamment, le document d'entrée en relation. Vous êtes intermédiaire, vous êtes distributeur d'assurance, vous êtes courtier, vous devez remettre à votre client à un moment, mais le plus tôt possible dans la relation contractuelle, enfin dans la relation que vous allez avoir avec lui, dans la relation commerciale qui n'est pas encore contractuelle, un document qui va être une carte d'identité de votre structure, qui je suis, quelle est mon adresse, quel est mon numéro ORIAS, quelles sont les procédures de réclamation en cours dans ma structure, les liens capitalistiques dont on a parlé, les coordonnées de la CPR, mon statut, est-ce que je suis exclusif, non exclusif, et la manière dont je suis rémunéré. Alors, le service de recommandation personnalisée, également, il faut le préciser le plus tôt possible. On verra rapidement ce que c'est tout à l'heure. C'est la comparaison entre un ou plusieurs contrats et un ou plusieurs garanties au sein d'un même contrat. Alors, en pratique, cette fiche d'information, elle n'a pas nécessairement besoin d'être mise à l'occasion de la conclusion systématique de tout contrat d'assurance avec un client. Vous ne pouvez envisager de la remettre qu'au moment de l'entrée en relation avec le client ou avant la conclusion du premier contrat et vous n'avez évidemment pas besoin, quand vous avez un client qui va venir souscrire par votre intermédiaire plusieurs contrats d'assurance, vous n'avez pas besoin de la remettre de façon systématique préalablement à la conclusion de tous les contrats. Maintenant, si dans votre organisation, notamment dans la conception de votre système informatique, c'est plus simple pour vous de la remettre à chaque fois, il n'y a évidemment aucune difficulté, mais sachez que ce n'est pas une obligation. Il faut l'avoir remise au moins une fois avant la conclusion du premier contrat d'assurance avec un client. Et la remettre évidemment ensuite s'il y a des modifications dans votre identité. S'il n'y en a pas, il n'y a plus d'obligation. Dernier point, celui des honoraires. Vous devez indiquer comment vous êtes rémunéré, mais pas encore combien. Ça arrivera probablement, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore d'obligation d'indiquer le montant de la rémunération, sauf s'il s'agit d'honoraires effectivement qui seront, mais c'est relativement peu courant. Donc, on est plutôt sur une phrase type qui va être « je suis rémunéré » sous forme de commission. Sous forme de commission ou une combinaison de commissions et honoraires, mais le plus souvent, c'est effectivement des commissions. Qui sont directement prélevées sur le montant de votre prime d'assurance. Et on peut s'arrêter à ce type de formulation. Aujourd'hui, pas de problème. Indiquer si on fournit ou pas un service de recommandation personnalisée, on ira. Et focus sur les coûts et frais en assurance vie uniquement. Là aussi, il faut indiquer tous les coûts qui ne sont pas inclus dans ceux qui sont indiqués dans le document d'information clé. Sachant qu'en pratique, la plupart du temps, l'ensemble des coûts sont inclus dans le DC. Hein. Souvent, on nous pose la question, mais on ne comprend pas, tout a déjà été indiqué dans le DC. Ben oui, effectivement, le travail de l'assureur, c'est d'indiquer l'ensemble des frais dont il a connaissance en réalité. Donc, si vous n'ajoutez pas de frais et que vous n'auriez pas porté, dans l'hypothèse où vous en ajoutez cette information à l'assureur, là, dans cette situation, il faudra évidemment l'indiquer. Mais c'est quand même une pratique extrêmement peu courante et donc la plupart du temps, en réalité, cette obligation ne trouve pas en pratique de mise en œuvre. Sur le contenu du questionnaire devoir de conseil,
Si vous distribuez des produits d'assurance vie, tout est dans la recommandation ACPR 2013-01. Si ce n'est pas le cas, si vous distribuez d'autres types de contrats, eh bien, il faut s'inspirer du contenu de cette recommandation à titre de bonne pratique. Et on va y trouver des éléments intéressants, des rappels préalables à effectuer au tout début du questionnaire, expliquer pourquoi est-ce qu'on va poser des questions. On ne s'intéresse pas à la vie privée du client, on ne veut pas avoir des informations juste pour connaître sa vie. Ce qu'il nous faut, c'est des informations qui vont nous permettre de lui donner un conseil adapté. L'attirer son attention sur le fait qu'il doit donner des réponses exactes. Attirer son attention sur le fait que s'il ne répond pas, vous ne serez pas en mesure de lui fournir un conseil adapté. Ce qui d'ailleurs amène à se poser la question du devoir de mise en garde. Quand vous avez un client qui ne répond effectivement pas à une ou plusieurs questions, est-ce que vous pouvez malgré tout lui proposer un contrat ou est-ce que vous devez cesser, je dirais, au stade où vous en êtes arrivé, le process de commercialisation du contrat et lui dire, eh bien, écoutez, si vous ne répondez pas à l'ensemble des questions que nous vous posons, nous ne vous proposerons pas de contrat. La réponse aujourd'hui et vous pouvez continuer. Alors, ça peut paraître une question totalement théorique. En fait, c'en est pas parce qu'on va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de questionnaires qui, en pratique, ne sont pas toujours totalement remplis. Parfois, tout simplement parce que, d'ailleurs, le client ne va pas répondre à une ou deux questions sur je ne sais pas, par exemple, la façon dont le bien est équipé en termes de protection. Il va apporter un certain nombre de précisions, mais il y a une ou deux questions qui vont être laissées sans réponse parce qu'il n'a pas les réponses. On le voit ou tout simplement parce qu'il va oublier d'y répondre et vous allez prendre le questionnaire et vous n'allez pas vous rendre compte qu'il n'y a pas ces réponses. Et il y a des dossiers dans le cadre duquel il y a ensuite un sinistre qui n'est pas pris en charge comme il aurait dû l'être et des clients qui de nouveau sont tentés de s'abriter derrière le fait que finalement, dans le questionnaire, il y a des réponses auxquelles il n'a pas été répondu et que donc le distributeur aurait dû s'arrêter et ne pas proposer le contrat. Et qu'en l'ayant fait, alors qu'il n'avait pas l'ensemble des réponses, il y a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Donc, on le répète, aujourd'hui, ça changera peut-être, mais aujourd'hui, les juridictions continuent à admettre, et c'est quand même du bon sens, que vous pouvez malgré tout aller jusqu'au bout d'une préconisation, quand bien même toutes les questions n'auraient pas été remplies. Ce n'est pas nécessairement constitutif d'une faute et encore moins constitutif d'une faute qui pourrait avoir un lien de causalité. On y revient toujours avec le sinistre ensuite subi par le client. Mais par contre, prenez la précaution de rappeler le fait que s'il y a une ou plusieurs questions auxquelles le client ne répond pas, ou pas totalement, ou pas parfaitement, exactement, eh bien, dans ces cas-là, on ne pourra vous reprocher un manquement sur ce point à votre obligation de conseil. Ouais. À noter également une certaine latitude dans la rédaction de vos documents de devoir de conseil. Le document, les questions posées doivent être adaptées à la complexité du contrat. C'est pas la peine de faire 30 pages de devoir de conseil pour un contrat d'assurance auto. Ça vous laisse une certaine marge. Il faut simplement qu'il y ait une corrélation, une adaptation entre le niveau de corrélation des questions et celui de la complexité du contrat. Tout ça est à mettre en relation avec votre politique de gouvernance des produits. On adapte la stratégie de distribution au contrat et à son contenu. Voilà, sachant qu'en pratique, pour tout ce qui est risque de masse, on vous recommande très vivement de vous inspirer des documents qui sont mis à votre disposition par les compagnies d'assurance partenaires avec lesquelles vous travaillez. Aujourd'hui, l'essentiel des acteurs de la place mettent à la disposition des intermédiaires, lorsqu'ils distribuent leurs contrats, un petit questionnaire qui va être celui qui va devoir être utilisé pour permettre ensuite la proposition du contrat. Et alors, nous vous recommandons, même si vous avez ce questionnaire qui est souvent mis à votre disposition par la compagnie et parfois exigé d'elle pour valider le contrat, c'est-à-dire qu'il y a des assureurs qui vous disent « nous, on veut dans notre process que ces petits questionnaires,
il soit rempli et il figure au contrat. Donc souvent, les distributeurs nous disent, mais est-ce que dans ces cas-là, il est quand même nécessaire d'avoir notre propre questionnaire alors qu'il y a déjà celui de la compagnie et qu'en réalité, tout ça fait double emploi. Alors c'est vrai que tout ça fait un peu double emploi. Maintenant, pour éviter des difficultés, oui, il est plus simple dans ces cas-là quand même d'avoir votre propre questionnaire. Vous éviterez d'avoir à essayer de démontrer qu'en utilisant le questionnaire de la compagnie, vous avez malgré tout satisfait à votre devoir d'information et de conseil. En revanche, rien ne vous empêche de vous en inspirer très fortement en éventuellement le simplifiant un petit peu ou en rajoutant au contraire 2 ou 3 questions pour vous l'approprier, mais rien ne vous empêche de vous en inspirer très fortement. Ce qui sous-entend ça, c'est que vous êtes censé faire le devoir de conseil et aboutir au choix d'un contrat. Alors que si vous commencez avec le devoir de conseil d'une compagnie attachée à un contrat, finalement, vous avez d'ores et déjà choisi le contrat avant même de faire le devoir de conseil. Donc, on pourrait vous reprocher d'avoir fait les choses un petit peu à l'envers. Alors, à nuancer toutefois, parce que ça va aussi dépendre du niveau de conseil que vous avez annoncé à votre client. Si vous annoncez à votre client que vous êtes dans le niveau de conseil 1, on peut tout à fait envisager, et c'est parfaitement compatible avec ce niveau de conseil, on peut tout à fait envisager que vous n'ayez qu'un seul contrat à proposer à votre client, avec plusieurs options éventuellement, mais qu'un seul contrat qui vous permettra à la fois de satisfaire à votre devoir d'information et de conseil, donc d'être en conformité avec les exigences qui pèsent sur vous, et en même temps de rester dans votre process de commercialisation tel que vous l'avez construit avec un seul partenaire assureur. Alors on avance parce qu'il reste 20 minutes. Pour ceux qui me suivent, vous allez retomber sur mon dada, le devoir de conseil en cours de contrat. S'assurer de la qualité de l'information, ça veut dire s'assurer que les informations que vous avez sont exactes et actualisées. Il y a cette obligation dans la recommandation de la CPR sur le devoir de conseil en assurance vie qui dit on actualise le devoir de conseil, enfin on accomplit son obligation de conseil à la souscription, puis à l'occasion de chaque modification significative du contrat, nouveau versement, rachat partiel, arbitrage. Il n'y a pas d'obligation textuelle en ce sens pour l'assurance non-vie, mais globalement c'est la même chose. Chaque fois qu'il y a un événement important qui est porté à votre connaissance, il faut que vous actualisiez le devoir de conseil. Alors, quid si l'information n'est pas encore portée à votre connaissance? Quid de votre obligation de prendre contact avec le client de manière récurrente et périodique pour lui demander « Bonjour, cher client, est-ce que quelque chose a changé depuis la dernière fois que vous êtes venu vers moi ou la dernière fois qu'on a actualisé le devoir de conseil ?» Pas d'obligation textuelle, néanmoins, c'est quelque chose qu'il faut appliquer, c'est une bonne pratique à mettre en place, et il y a un moyen très simple de le faire. Quand vous envoyez à vos clients leurs appels de primes annuellement à l'occasion du renouvellement de votre contrat, il suffit d'insérer dans ces appels de primes une petite phrase dans le cadre de laquelle vous allez inviter vos clients à revenir vers vous pour, en cas de modification dans leur situation, pour revenir vers vous, vous en faire part et discuter ensemble des éventuelles modifications à apporter aux contrats qui auront été souscrits. À noter qu'il peut y avoir aussi une problématique conflit d'intérêt ici, parce qu'il nous est arrivé de voir des distributeurs qui nous disaient « mais moi, je ne fais pas ce devoir de conseil en cours de contrat, parce que si j'attire l'attention de mon client sur ce contrat, il va voir que je suis plus cher, et donc, eh bien, il va partir à la concurrence. » Là, on a un vrai souci. On a un vrai souci de mode de rémunération qui va être en contradiction avec l'intérêt du client. Donc, attention à ne pas laisser les contrats dormir ou à faire en sorte qu'il y ait une obligation périodique qui soit tracée quelque part. Je m'oblige à aller voir mon client et à reprendre son dossier tous les ans, 2 ans, 3 ans. Dès lors que c'est indiqué quelque part, alors effectivement, annuellement, c'est mieux. Dans l'appel de prime, c'est mieux. Mais si on s'aperçoit que pour faire le tour de tous ces clients, il faut 3 ans au nombre de clients du cabinet de courtage, pourquoi pas indiquer quelque part, moi, je pris l'engagement, si un jour la CPR vient contrôler, de faire une actualisation périodique. Mais par contre, si on l'écrit quelque part, il faut le faire, parce que sinon, on
est un petit peu coincé. Sur les différents niveaux de conseil, c'est la CPR et les modifications issues de la directive DDA, de la transposition de la directive DDA qui crée ces 3 niveaux de conseil. Le niveau 1, le devoir de conseil obligatoire, socle, vérifier que le contrat est cohérent avec les besoins et les exigences du client. C'est ce que doit faire l'intégralité des distributeurs. Niveau 2, facultatif, la recommandation personnalisée, c'est-à-dire que vous annoncez à votre client que vous allez faire une comparaison entre un ou plusieurs contrats ou un ou plusieurs garanties d'un même contrat. Oui, c'est important de le rappeler ce point-là parce que souvent on se dit la recommandation personnalisée, ça suppose d'être en mesure de pouvoir présenter pour la couverture des mêmes risques plusieurs contrats de plusieurs partenaires différents. Non, pas nécessairement. Vous pouvez. Alors après, en pratique, est-ce que ça a vraiment un intérêt ou pas? Je n'en suis pas sûre en ce qui me concerne. Notre conseil, quand on est interrogé sur ce sujet-là par des distributeurs, c'est plutôt de dire aux distributeurs qui ne travaillent qu'avec un seul partenaire assureur pour chaque typologie de risque, de leur dire, écoutez, dans ces cas-là, ne vous ennuyez pas, restez en niveau de conseil de niveau 1, ce sera évidemment moins lourd pour vous en termes notamment de formalisation du conseil à donner à vos clients et ensuite en termes de responsabilité. Ceci étant, si pour des raisons notamment de présentation vis-à-vis de vos clients, si parce qu'il vous semble important compte tenu de la typologie des clients que vous avez de pouvoir vous présenter comme leur offrant un service de recommandation personnalisé, alors même que vous ne travaillez qu'avec un seul ou 2 partenaires assureurs pour une certaine typologie de risque, eh bien dans ces cas-là, ayez en tête que c'est possible de le faire. Il suffit de pouvoir, quand vous avez un contrat à leur proposer, de pouvoir leur proposer dans ce contrat plusieurs options possibles. Donc, plusieurs options, ce sont plusieurs niveaux de garantie ou plusieurs typologies de garantie possibles au sein de ce contrat. Effectivement, il n'y a pas grand-chose à gagner si ce n'est l'impact marketing. Choisir la recommandation personnalisée ou l'analyse impartiale d'un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché, ça va vous coller de nouvelles obligations parce qu'il faut que vous prouviez que vous avez fait ce que vous êtes engagé à faire, c'est-à-dire la comparaison. Mais en termes de réglementation, ça ne vous donne pas le droit à quelque chose de mieux que le niveau 1. Donc effectivement, si ce n'est marketing, le niveau 2 et le niveau 3 n'ont pas un intérêt fou. Et alors, petite précision d'ailleurs, parce que ça peut se poser en pratique quand vous avez une clientèle qui est à la fois une clientèle de mass market et à la fois une clientèle de grandes entreprises. Rien ne vous empêche d'être sur le même niveau de clientèle avec le même niveau de conseil avec tous vos clients. Vous pouvez tout à fait, pour la clientèle mass market, leur indiquer que vous êtes en niveau de conseil niveau 1 et en revanche, vous situez pour votre clientèle d'entreprise ou même certains clients et pas d'autres, vous situez au niveau 3. En réalité, il faut avoir en tête que les niveaux de conseil, le niveau de conseil que vous allez adopter, il est propre à un client. Il pourrait même être propre à un contrat, mais là, ça devient pour un client quasiment insuivable. Par contre, il peut tout à fait être propre à un client. Alors, pour rentrer dans le détail, la CPR a fait une communication en juillet 2018 pour expliquer un peu qu'est-ce qu'ils attendent au niveau du questionnaire de devoir de conseil. Et finalement, on retrouve la possibilité d'avoir des questions fermées et des motivations synthétiques et standardisées lorsqu'on est en niveau 1 et quelque chose de plus approfondi, de plus personnalisé lorsqu'on est en niveau 2 et 3. C'est un point qui n'est pas nouveau, mais qui était globalement pas toujours bien fait, la motivation du conseil donné. Vous ne devez pas simplement donner le conseil. Vous devez également expliquer pourquoi, au vu des réponses données dans le questionnaire, vous aboutissez à ce conseil. Je motive mon conseil en expliquant pourquoi je choisis telle ou telle option. C'est quelque chose qui a été pas toujours très bien fait. Par exemple, en complémentaire santé, on avait tendance à proposer 3 options, cher, moyen, cher, pas cher, et puis ça s'arrêtait là. Devoir de conseil obligatoire, quel que soit le type de contrat, et motivation du conseil donné, quel que soit le… Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même relativiser. Si vous vous placez en niveau de conseil 1,
la CPR admet qu'on soit sur des motivations standardisées, ce qui va vous permettre finalement d'élaborer une, deux ou trois réponses types que vous allez pouvoir réintégrer systématiquement ensuite dans la recommandation que vous faites et vous n'allez pas être obligé d'avoir des motivations qui soient propres à chaque client et à chaque préconisation. Et donc, ce que disait Céline dans le dernier point, on annonce le niveau de conseil aux clients de sorte à ce qu'ils soient informés de ce que vous allez donner comme niveau de conseil. Là-dessus, je passe rapidement, mais vous pourrez regarder par vous-même. Indispensable de tracer le conseil, sinon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire remplir des documents de devoir de conseil si on n'est pas capable de les ressortir 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard quand on a un contentieux. Et indispensable de les faire signer aussi, parce que les faire remplir mais pas les faire signer, à ce moment-là, on vous dit « Ah ben non, c'est pas nous » et ça devient inopposable. Tout à fait. Donc, attention au stockage des documents de devoir de conseil. On conserve tout ce qu'on peut. Les questionnaires connaissances clients, celui réalisé lors de la souscription, ceux qui sont réalisés en cours de contrat également pour montrer que lorsqu'il y a une modification du contrat, bien, il y a eu un conseil qui a été donné, les documents contractuels signés, le bulletin de souscription avec la petite phrase « Je reconnais avoir reçu et pris connaissance des conditions générales, des documents d'information, de tout ce qui peut nous servir à apporter la preuve que vous avez bien fait votre boulot ». Parce qu'après, dans le cadre d'un contentieux, s'il y a contentieux plus tard, c'est des éléments qui nous seront indispensables pour vous défendre correctement. Quand vous faites plusieurs devis pour un client, tracez ces devis. Remettez-lui ou envoyez-lui sur un format, par exemple par email, qui vous permet d'avoir la trace que vous lui avez fait plusieurs devis. Parce que la plupart du temps, on se rend compte qu'on a des intermédiaires qui nous disent « Ah mais oui, mais nous, on a fait plusieurs devis, il a choisi celui-ci et en amont, mais pourtant, on avait bien fait notre travail. » Oui, mais souvent, on n'a plus la trace des devis qu'on a remis au client. Donc, conservez-les, cette trace, soit en faisant signer par votre client les devis, soit tout simplement en leur envoyant, par exemple, par email. Ce qui vous permettra de pouvoir justifier de ce que vous avez bien satisfait à votre obligation. Il y a eu une décision de cour d'appel dont je n'ai plus les références en tête, mais qui était sur mon LinkedIn en début d'année. C'était exactement ce qui s'était passé, c'est-à-dire que le courtier avait conseillé plusieurs contrats. Le client a dit « Moi, je prends le moins cher ». Le courtier a dit « Attention, le moins cher, vous n'êtes pas très bien couvert ». Le client a dit « Pas de problème, je prends le moins cher ». Bim, sinistre. Le client vient se plaindre. « Ah bah, vous auriez dû me conseiller de prendre une autre option, une autre garantie ». Et le courtier était en mesure de sortir les échanges d'emails et donc il a été complètement mis hors de cause parce qu'il a été en capacité de démontrer que c'est le client qui avait choisi cette option la moins chère et qu'à cette occasion, le courtier avait dit « Attention, si vous choisissez cette option, il y a telle et telle limite ». C'est un courtier qui a bien fait son boulot et donc du coup, il n'y aura pas de problème, pas de suite judiciaire pour lui. Focus sur les sanctions ACPR. C'est un petit focus sur les sanctions qui sont sorties les 10 dernières années. Il y en a quand même un certain nombre. Il y en a un certain nombre. Vous allez retrouver tout ce qu'on a indiqué ici. Défaut de devoir de conseil. Je n'ai pas de devoir de conseil. J'en ai un, mais il n'est pas rempli. J'en ai un, mais il est mal rempli. Je donne des conseils qui sont trop généraux, qui ne sont pas susceptibles d'éclairer les clients. Je ne motive pas mon conseil. Tout ça, c'est des points que la CPR a d'ores et déjà relevés. Donc, autant dire que si ça arrive dans un contentieux ou dans le cadre d'un contrôle ACPR, on ne vous pardonnera pas de manquer à ces obligations. Pareil pour la modalité de rémunération, on retombe sur le conflit d'intérêts. La rémunération doit toujours vous pousser à donner un conseil loyal. Elle ne doit pas induire un conseil qui ne soit pas adapté à la situation du client. Il y a une époque où il y a eu des soucis sur les commercialisations de produits structurés qui étaient super bien rémunérés, donc on les a un petit peu vendus à tour de bras. Mode de rémunération qui peut être discutable et qui a été remis en cause par l'autorité de contrôle. Ces sanctions ACPR, elles sont intéressantes. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, elles sont disponibles sur le site de l'ACPR. Vous les trouverez, elles sont à la portée de tous. Et nous vous invitons à les lire. On a dit qu'il y en avait un certain nombre, il y en a un certain nombre. Maintenant, ça ne représente pas non plus des centaines de décisions. On doit sur les 3 dernières années, parler d'une petite dizaine de décisions, à peine plus. Nous vous invitons à aller les lire, en tout cas pour celles qui concernent votre secteur d'activité, parce que c'est toujours extrêmement intéressant quant finalement aux attentes
de la CPR et donc aux bonnes pratiques qu'elle attend de vous que vous mettiez en place. On en reparlera rapidement tout à l'heure, mais si par exemple vous faites de la vente par téléphone, la CPR est tombée sur des courtiers à intervalles réguliers et reproche notamment des manquements aux obligations d'information quant à l'identité du distributeur. Quand j'appelle un client pour lui vendre un contrat d'assurance, je lui dis qui je suis, pourquoi je l'appelle, ce que je vais lui vendre. Je dois être extrêmement transparent sur la communication des informations quant à mon identité. Insuffisance dans le processus de souscription, ça c'est un élément qui revient également souvent, notamment dans le cadre de la vente à distance, vente par téléphone. On informe le client d'abord et on recueille le consentement après. Il existe une exception, oui, mais cette exception ne s'applique que lorsque c'est le client qui est à l'origine de l'appel, c'est-à-dire par exemple le cas du client qui vient d'acheter une voiture, qui dit je ne veux pas sortir de chez le concessionnaire sans assurance, assure-moi. Et dans ce cas-là, oui, on peut dire oui, oui, c'est bon, je t'assure, je t'enverrai les documents après. Ça marche. Tout le reste, c'est beaucoup plus discutable et la CPR est extrêmement regardant là-dessus. Sauf exception, sauf initiative de l'appel du client, eh bien, je donne les informations d'abord et je recueille le consentement après. Ce qui n'est pas noté là, duquel il faut attirer l'attention, importance du traitement des réclamations. Plus vous allez suivre les recommandations de la CPR sur le traitement des réclamations, plus il y aura des réponses apportées à vos clients, et bien moins il y aura de contentieux. Parce que quand même, depuis que cette recommandation ACPR sur le traitement des réclamations est arrivée, on a vu diminuer le nombre d'assignations, le nombre de contentieux, parce que le client, on lui apporte une réponse dans un délai acceptable, donc ça va faire diminuer le risque de mise en cause judiciaire. Quelques minutes pour les points d'attention 2021. 2 points principaux, mais il peut y en avoir d'autres. La vente à distance, notamment par téléphone, on en a parlé. La loi Negelen de juillet 2020 qui vient encadrer le démarchage téléphonique et notamment vous obliger à rappeler à un client qu'il doit s'inscrire sur Blocktel, qu'il peut s'inscrire sur Blocktel, pardon, qui vient également modifier les conditions dans lesquelles vous pouvez appeler un client qui est déjà un client à vous, s'il est inscrit sur Blocktel. Vous ne pouvez l'appeler que pour lui vendre un produit qui est en relation avec le contrat qu'il a déjà. Donc, ça limite les possibilités de démarchage d'un client inscrit sur Blocktel, même si c'est d'ores et déjà votre client. Notez également, 8 avril 2021, très récent, la loi sur la réforme du courtage qui vient ajouter des obligations complémentaires et notamment celle d'enregistrer les appels entrants et sortants pendant une période de 2 ans. Le rapport annuel de la DGCCRF qui est sorti la semaine dernière et qui indique qu'il y a des soucis notamment en assurance santé. Recours à une fausse identité pour inciter à la souscription. Je mens sur qui je suis. Je n'indique pas clairement qui je suis. Je n'indique pas clairement ce que je vais vendre. Pratique de vente forcée, fausse signature électronique. Je vais signer à la place de mon client. Catastrophe. C'est des choses qui arrivent. La DGCCRF dit qu'il y a eu 30% d'anomalies. C'est beaucoup. Et ils ont annoncé qu'il allait y avoir d'autres contrôles. À noter par exemple que toujours la semaine dernière, 70 000 € pour un assureur qui n'avait pas respecté la réglementation Blocktel et qui avait prospecté des consommateurs inscrits sur la liste et qui n'avait pas non plus attiré l'attention du client sur la possibilité qu'il a de s'inscrire sur cette liste Blocktel. Donc il y a des sanctions, elles commencent à être importantes. Si c'est quelque chose que vous faites, mais il faut être particulièrement attentif. Personnes vulnérables, là aussi, on est sur un des points qui revient régulièrement depuis 2-3 ans aux conférences de la CPR. Et la CPR a une position qui va être difficile à mettre en œuvre pour vous parce qu'ils disent l'âge n'est pas le seul indicateur de vulnérabilité. On ne peut pas dire vous avez 80 ans, alors je vous interdis de souscrire à un contrat d'assurance vie avec des unités de compte. Et on ne peut pas dire vous avez 80 ans, donc vous êtes vulnérable. La CPR dit la vulnérabilité doit être appréciée au cas par cas en fonction d'éléments génériques, l'âge, mais également d'éléments spécifiques à la personne, c'est-à-dire un état de vulnérabilité qu'on peut, par exemple, imputer à
un divorce, à une situation de chômage, ou des Un situations événement, de vie privée, un événement de la vie privée. Voilà, ça peut être une situation de santé ou n'importe quel événement de la vie privée ou professionnelle qui place la personne dans une situation de fragilité psychologique. Et ça vous place, vous, dans une situation complexe parce qu'on vous demande de faire un peu plus que de la vente d'assurance. Là, il faut vraiment rentrer dans l'intimité des clients. Et comme la CPR n'est pas une contradiction près, ils disent bien dans le 3e point, on limite les risques de commercialisation inadaptée. Donc, par exemple, je ne vends pas d'unité de compte aux plus de 90 ans, mais attention, j'écarte tout risque de discrimination. Donc, en fait, du coup, si j'ai un souscripteur de 85 ans qui me dit, moi, je veux des unités de compte, je veux du risque, eh bien, je ne m'interdis pas de lui en vendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vous demande un travail encore plus pointu, encore plus précis, et tout ça, ça doit être formalisé. Une personne de 85 ans qui veut un contrat en unité de compte, moi, j'ai pas de souci avec ça. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les héritiers, si le contrat se casse la figure, manqueront pas d'assigner en disant mais pourquoi vous avez proposé des unités de compte à mon papy, il avait 85 ans, vous avez flingué le capital qui devait être le mien. Alors, une fois qu'on dit ça, on pense immédiatement, et c'est assez normal, à l'assurance vie. C'est évidemment le domaine dans lequel la protection des personnes vulnérables sera la plus indispensable et donc la plus sensible. Mais il ne faut pas se dire que si vous ne faites pas d'assurance vie, vous n'êtes pas concerné par ce point. Tous ceux en fait qui sont amenés à proposer à des personnes vulnérables des contrats d'assurance, y compris des contrats d'assurance non-vie, et nous pensons notamment à ce titre-là à toutes les garanties complémentaires dont parfois le régulateur ou le législateur s'interroge sur leur opportunité réelle pour les clients. Alors on va évoquer à ce titre-là, mais la liste sera évidemment pas exhaustive parce que longue, les garanties complémentaires qu'on peut voir en matière de fourniture d'électricité ou de gaz. On peut évidemment penser à toutes les garanties complémentaires pour les appareils informatiques divers et autres types de garanties. Eh bien, cette typologie de contrat est évidemment également totalement concernée par la problématique de la protection des personnes vulnérables. L'idée étant de dire, vous ne devez pas utiliser cette vulnérabilité pour vendre à ces personnes des contrats dont elles n'ont pas besoin. Et on retombe sur nos pattes avec la gouvernance des produits. Là aussi, c'est un élément à intégrer dans la gouvernance des produits. Tel produit, je le vends ou je le vends pas, ou je le vends sous certaines conditions. Et au titre des conditions que la CPR propose, la mise en place d'un double avis avant la souscription, pourquoi pas? C'est extrêmement lourd, mais sur certains cas un petit peu exceptionnels, pourquoi pas? Et la mise en place d'un référent vulnérabilité, c'est une proposition qui a probablement un sens dans les grosses structures. Voilà, à voir pour l'année qui vient, parce que c'est 2 sujets qui reviennent de manière récurrente. Et nous sommes arrivés au bout. Laurent. Un grand merci à tous les deux pour cet exposé très clair et très complet. Nous avons beaucoup de questions. Je vous les ai relayées, Julien. On n'aura sans doute pas la possibilité de répondre à tout en direct. Mais voilà, si vous souhaitez en prendre certaines qui n'auraient pas forcément été évoquées pendant votre intervention, vous laisse en connaissance. Un petit instant parce qu'on n'arrive pas à les récupérer. Pardon. Comment fait-on pour enregistrer les appels entrants et sortants? On garde des relevés de consommation téléphonés avec les numéros. Eh bien, il y a des… Non, il faut enregistrer la conversation téléphonique. Hein. Donc, l'enregistrement du seul relevé de consommation téléphonique avec les numéros, évidemment, ne répond pas à l'obligation d'enregistrement. Et donc, il y a des logiciels qui se chargent de ça, qui vont faire les appels entrants et sortants, mais j'imagine que pour un petit courtier, c'est probablement un petit peu… Dans ces cas-là, vous pouvez prendre l'enregistreur automatique, l'équivalent du dictaphone qu'on avait à l'époque et qui vous permettra de… Il faut évidemment simplement rappeler à la personne qu'elle va être enregistrée avant l'enregistrement et obtenir son consentement. Les questions ne descendent pas dans le chat, je suis désolé.
Alors, écoutez, je vais vous les poser dans ces cas-là. Il y a peut-être des choses auxquelles vous avez déjà répondu, mais voilà. Qui doit faire remplir la fiche d'information quand c'est un collègue courtier qui nous demande de faire un projet pour un de ses clients? Donc, je ne connais pas le client, c'est dans l'apporteur qui connaît. Quand il y a comme ça une chaîne d'intermédiaires, c'est en principe à celui qui est en lien direct avec le client de faire remplir ces éléments. Et il convient évidemment qu'il ensuite, pour la bonne pratique, qu'il remette une copie de ce qu'il va faire remplir au courtier avec lequel il travaille. Tout ça devant être acté en théorie dans une convention de distribution. De coportage ou autre en fonction de la situation, mais la plupart du temps, on sera sur du coportage. Donc, c'est toujours celui en lien direct avec le client qui fait remplir les éléments. Et il faut avoir en tête que dans une chaîne de courtier, la position du régulateur, et comme aujourd'hui, de plus en plus, la position de la jurisprudence, c'est de considérer qu'en cas de manquement au devoir d'information et de conseil, c'est celui qui est en direct avec le client qui doit en assumer les conséquences. Oui, d'accord. Et on a une autre question, toujours dans la même veine, j'ai envie de dire, lorsqu'on fait remplir un questionnaire où finalement toutes les questions du questionnaire d'entrée en relation sont posées, est-ce que cela peut remplacer ce document d'entrée en relation? Alors, dans le document d'entrée en relation, il y a surtout des informations à donner au client sur qui on est. Donc, ce ne sont pas des questions, ce sont des informations. Si on peut tout à fait envisager qu'en réalité, vous n'ayez pas un document d'entrée en relation à part et que vous ayez votre fiche de recueil des besoins et de formalisation du conseil qui soit précédée d'un encart qui va contenir toutes les informations qu'on va donner au client dans la fiche d'entrée en relation. Ça, c'est évidemment un autre moyen qui est tout à fait envisageable. Il n'y a pas une exigence d'avoir deux documents séparés. D'accord. Et alors, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière, mais je pense que c'est par rapport à ce que vous avez dit sur le collègue apporteur qui connaît son client. Donc, on a bien compris que c'était lui qui devait remplir la fiche d'information. Mais est-ce que cette répartition des tâches, DIC, fiche client, etc., doit être listée dans la convention d'apport ou dans la convention de cocourtage? Plus ça sera écrit, moins il y aura de problème. Oui, d'accord. S'il y a un problème, en tout cas, on saura comment le résoudre plus facilement. Oui, c'est sûr. On me demande, en assurance vie et de gestion libre, doit-on proposer un choix de support et de répartition par écrit? C'est une bonne question. Jusqu'où va le devoir de conseil du courtier en matière d'unité de compte? Est-ce que je propose simplement une orientation, un niveau de risque, ou est-ce que je dois rentrer dans l'allocation? Compliqué parce que les clients viennent chercher ça, mais les courtiers ne sont pas des conseillers en investissement financier. Mon avis serait plutôt de ne pas y aller. Je ne sais pas quelle est ta position, on n'en a jamais parlé. Non, moi je suis pas nécessairement de cet avis-là. Aujourd'hui, faire une préconisation d'allocution d'actifs, c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué, notamment grâce aux documents clés pour l'investisseur qui vont pour chaque unité de compte, en principe, définir un degré de risque de l'unité de compte. Donc, on peut tout à fait envisager que le distributeur, une fois qu'il a analysé le profil d'investisseur de son client, sa tolérance et son niveau d'exposition au risque, on peut tout à fait envisager qu'on lui fasse une ou plusieurs propositions d'allocation d'actifs en regardant le niveau de risque du client et en lui faisant des propositions qui sont en adéquation avec ce niveau de risque, en s'aidant tout simplement du degré de risque tel qu'il a pour chaque actif sélectionné été présenté. Il faut simplement rappeler et prendre à ce moment-là la précaution de rappeler au client que évidemment les informations qui sont communiquées sur le niveau de risque de l'unité de compte ou des unités de compte qui sont proposées n'excluent pas de voir l'unité de compte, son cours varier d'une façon plus importante, notamment à la baisse,
que ce à quoi elle est susceptible de varier en moyenne. Oui, sur le niveau de risque, il n'y a pas de discussion. Effectivement, moi, le point, c'était est-ce que je vais pousser vers, par exemple, une unité de compte télécom ou une unité de compte économie du Brésil. Là, on est sur des points pour un niveau égal de risque. Si on fait ce degré de précision, il faut justifier probablement. Dire, voilà, moi, Non, mais je pense qu'en amont, dans ces cas-là, ce qu'on peut tout à fait envisager, on le voit d'ailleurs chez un certain nombre de nos clients, c'est de demander aux assurés, enfin aux prospects, ou aux assurés lorsqu'ils sont déjà assurés, de leur demander aussi dans quel type de secteur ils préfèrent investir. Si ils ont des accointances particulières avec, je ne sais pas, les actions européennes, les actions chinoises, et c'est aussi par rapport à cela que vous allez pouvoir ensuite, si c'est le souhait de votre client, lui faire une allocation. Maintenant, attention, hein, si on le fait, il faut aussi avoir le statut de conseiller en investissement financier. On ne l'a pas dit, ça nous paraît à nous tomber sous le sens, mais pour ceux qui nous écoutent, et notamment pour les courtiers qui nous écoutent, attention, vous ne pouvez entrer dans ce degré de conseil qu'à partir du moment où vous êtes immatriculé en tant que courtier, mais également en tant que CIF. Si vous n'êtes pas immatriculé en tant que CIF, n'allez surtout pas dans ce type de conseil. Tout à fait. Et puis, allez, on va prendre une dernière question. Un courtier a-t-il l'obligation de proposer plusieurs fournisseurs? Absolument pas. D'accord. Ça va dépendre en réalité du niveau de conseil qu'il va indiquer à son client, être en mesure de lui donner. Si un courtier peut tout à fait ne travailler qu'avec un seul fournisseur, simplement lorsque ce sera le cas, il faudra qu'il s'inscrive vis-à-vis de son client dans un niveau de conseil de niveau 1 ou éventuellement de niveau 2, mais évidemment pas de niveau 3 qui n'est pas compatible avec un seul fournisseur. Il ne faut pas qu'il soit exclusif. La limite est là. Il peut travailler avec un seul fournisseur, mais il faut qu'il ait la possibilité potentiellement d'aller en chercher un autre. S'il a une convention, il ne peut pas être courtier. C'est ça. S'il a dans la convention qu'il lie avec son fournisseur une obligation d'exclusivité pour ne travailler qu'avec lui, là, à ce moment-là, il ne peut plus être courtier. Il faut qu'il devienne mandataire d'assureur. Oui. Mais la plupart du temps, cette exclusivité, c'est une exclusivité factuelle et pas conventionnelle. Très bien. Je vais vous redire un grand merci à tous les deux. Nous n'avons pas pu répondre à tout en direct, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez des éléments de réponse par la suite s'il y a lieu. Merci beaucoup, Julien, Céline, pour cette intervention et à très bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt. Bon appétit. Et à bientôt. Au revoir.